Bonjour, donc je m'appelle Hélène Thiolin-Pardo, je suis professeure des universités à Sorbonne Université, faculté des lettres, et ma spécialité c'est la littérature et la civilisation de l'Espagne médiévale. Alors j'ai soutenu une thèse à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle en 1993. C'est pas, il y a déjà pas mal d'années. Et mon directeur était Michel Garcia, qui était professeur de littérature médiévale dans cette université. Cette thèse, alors est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce qu'il y a un parcours un tout petit peu plus chaotique ou avec des petites incursions vers d'autres choses? Non, non, alors c'est un parcours, tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans l'université française. J'ai été élève de classe préparatoire, j'ai intégré les supérieures, j'ai ensuite fait une maîtrise, j'ai passé l'agrégation, j'ai fait un DEA et assez logiquement, on va dire, je me suis dirigée vers un doctorat, malgré quelques peut-être réticences que je peux expliquer. Disons que il y a dans mon parcours, ce serait un petit peu absurde de le nier, un fort atavisme, on va dire, familial, s'entend, hein, un atavisme, puisque mes parents ont tous les deux fait des thèses, des doctorats, qu'ils sont tous les deux hispanistes et que de surcroît, ma mère était médiéviste. Donc, mon chemin, disons, était vraiment tout tracé. Bon, j'ai fait un petit peu de résistance personnelle, j'étais un peu rebelle. J'ai fait un petit peu de résistance contre le Moyen Âge, mais le Moyen Âge m'a rattrapée finalement. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimais quand j'étais jeune. Et en fait, j'ai fait une maîtrise à l'époque, une maîtrise sur un sujet médiéval. Déjà, j'ai étudié une chronique médiévale qui était assez peu étudiée à l'époque, qui est la Crónica de Don Álvaro de Luna, du privado du roi Jean II de Castille, Don Álvaro de Luna. Et ce travail m'avait énormément plu. Mais après l'agrégation euh, et des études qui étaient à l'époque fondamentalement, essentiellement, et on a presque envie de dire exclusivement d'ordre littéraire, je ne trouvais pas, par exemple à l'agrégation, le programme de l'agrégation à l'époque où je l'ai passé, euh, ne comportait que des questions de littérature. Il n'y avait que de la littérature. La civilisation a été introduite dans les années immédiatement postérieures, je crois. Mais en tout cas, je ne faisais que de la littérature. Or, l'enseignement pluridisciplinaire, vraiment pluridisciplinaire que j'avais reçu en classe prépa, me manquait un petit peu. Me manquait. J'avais beaucoup apprécié les cours d'histoire, mais bon, j'ai fait une licence de littérature espagnole à Paris 4. Par conséquent, je n'avais pas, disons, pu comment dire, poursuivre ce goût pour l'histoire ou disons, l'enseignement pluridisciplinaire dans mon cursus universitaire et encore moins dans ma préparation à l'agrégation. Alors, j'étais tentée par quelque chose, hein, qu'à l'époque, on appelait l'histoire des mentalités. Voilà, on appelait ça comme ça. C'était les années postérieures au développement de la nouvelle histoire, euh, à l'intérêt que l'on portait, voilà, aux mentalités, aux hommes, à la représentation que les hommes se faisaient de leur monde, d'eux-mêmes, de ce qu'ils étaient. Et ces choses-là me tentaient beaucoup. Et puis par ailleurs, après ces études vraiment fondamentalement littéraires, non pas que je veuille laisser sous-entendre que je n'aime pas la littérature, mais je ressentais comme un besoin de revenir à la matérialité même des textes. J'avais le besoin de voir, euh, je ressentais ce besoin de voir comment on éditait un texte. En fait, dans mon programme d'agrégation, il y avait un,
des œuvres médiévales. Et puis, dans mon travail de maîtrise que j'avais donc réalisé sur cette chronique médiévale qui posait des problèmes d'établissement du texte, j'avais pu quand même un petit peu approcher, sans avoir les moyens évidemment du tout d'aller chercher au-delà, j'avais pu approcher quand même tous les problèmes que posait l'édition même du texte, l'établissement même d'un texte qui nous vient d'une période si éloignée. Alors j'avais envie, c'était un projet comme ça un petit peu qui vraiment tenait du désir pur, j'avais envie de revenir à la matérialité des textes, de chercher un petit peu cela. Et c'est ça qui m'a conduit au doctorat que j'ai soutenu. Voilà. Alors du coup, quel a été l'élément déclencheur? Enfin, qu'est-ce qui t'a mené vers le Moyen Âge? Pourquoi cette envie en maîtrise de travailler sur cette chronique et d'y revenir finalement? Alors j'ai bien compris la civilisation, la littérature, Oui. mais alors le Moyen Âge donc. Bon, le Moyen Âge, c'est vraiment. Je suis d'une famille. Je suis issue d'une famille donc d'enseignants-chercheurs. Ma mère était médiéviste et bon, elle a été l'enseignante d'un grand nombre de personnes qui ont traversé l'hispanisme français. Et ça a été sans doute une très, très grande réussite de sa carrière d'enseignante. Mais il y a une autre chose qu'elle a parfaitement réussi, c'est à me donner le goût du Moyen-Âge. Je n'ai pas pu me défaire, en fait, de ce goût pour le Moyen-Âge qu'elle m'a inculqué depuis que je suis petite. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai pourtant essayé de m'en libérer. Je suis notamment partie pendant un an faire des études au Mexique et il aurait été logique, disons, que je travaille sur peut-être le Mexique, des œuvres mexicaines, un roman mexicain, mais en fait, tout en étant au Mexique, j'ai fait une maîtrise de Moyen-Âge. Voilà, c'est vraiment. Voilà, Alors, pour répondre à la question de l'élément déclencheur, en fait, quand j'ai obtenu l'agrégation, bon, je connaissais Michel Garcia, que ma famille connaissait par ailleurs, et je me suis ouverte à lui de ce goût que je disais tout à l'heure, à la fois de la matérialité des textes, des manuscrits. J'avais envie de voir un manuscrit, j'avais envie de sentir l'odeur des manuscrits, j'avais envie de voir cela. Et puis, je lui ai aussi expliqué cette sorte de frustration que je ressentais vis-à-vis de l'histoire, de la civilisation. J'avais eu un très, très beau programme d'histoire en classe prépa qui m'avait vraiment donné le goût de cette histoire des mentalités. Je voulais ça. Alors, en fait, l'élément déclencheur, je me souviens très, très bien, c'est vraiment une conversation avec Michel Garcia, à qui j'expliquais cela, puisque j'étais à la recherche d'un sujet de DEA qui a tiré d'un de ses tiroirs de son bureau quelques feuillets, quelques pages, et qui me les a tendus en me disant « Vous devriez jeter un œil à ceci ». Ce sont des notes que j'ai prises sur un petit manuscrit que j'ai vu il y a quelques jours à la Real Academia de la Historia de Madrid. C'est une sorte de catéchisme. Vous devriez aller voir, ça devrait vous intéresser. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai senti qu'un texte que personne ne connaissait, que personne n'avait édité, qui était à peine répertorié dans la bibliothèque dans laquelle il était tapi, pouvait m'intéresser. Alors j'ai filé à Madrid, je suis allée faire la connaissance de ce petit manuel qui était un tout petit manuscrit d'une douzaine de centimètres de hauteur. Et je suis vraiment était tombée amoureuse de ce texte, il m'a séduite, je suis rentrée et j'ai dit à Michel Garcia que j'avais trouvé le sujet de mon DEA, je voulais travailler sur ce texte. Je ne savais pas du tout où ça allait me mener, mais mon projet initial était d'éditer le contenu de ce texte. Voilà, c'était le projet de mon DEA, je voulais éditer ce catéchisme. Et voilà, ça m'avait semblé intéressant et de fait, de fil en aiguille, cela est devenu le sujet de mon doctorat par la suite. Donc on peut parler de coup de foudre pour ton sujet. Absolument, absolument. En plein mois de juillet à Madrid, par 40 ou 42 degrés, entrer dans cette petite bibliothèque
de la Real Academia de la Historia, où il faisait bien frais et où un Bedel m'a accueilli pour me. Je lui ai demandé ce petit manuscrit qui m'a dit, qui se demandait bien pourquoi une jeune comme moi voulait voir une chose aussi peu intéressante. Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ce petit texte. Sans doute ai-je senti, ai-je eu l'intuition qu'il y avait là une matière intéressante. Et voilà, j'ai décidé de faire ça. Alors, quand je suis rentrée de Madrid et que j'ai dit à Michel Garcia qu'effectivement, je prenais ce sujet, il m'a immédiatement orientée vers un autre enseignant qui est maintenant décédé, Jean Roudil, qui était un philologue qui enseignait à l'université, un professeur d'université qui enseignait à l'université de Villetaneuse, Paris 13, et qui, justement, à ce moment-là, était en train de monter un DEA, c'était l'époque où les choses étaient en train de se construire, qui montait un DEA, une formation qui était destinée à initier les chercheurs justement à la paléographie, à la philologie, à l'édition des textes médiévaux. Et il m'a conseillé de rencontrer Jean Roudil, et je me suis donc inscrite. J'ai quitté Paris 3 et je me suis inscrite à Paris 13 pour pouvoir suivre cette formation, cette initiation à la paléographie dont j'ignorais absolument tout, absolument tout. Et cette formation naissante, puisque j'en ai vraiment été la première inscrite avec quelques autres, nous étions 4, m'a donc ouvert les portes de la philologie. Et cette information était assurée donc, par Jean Roudil, qui assurait la partie donc, philologie, édition des textes. Il invitait aussi d'autres enseignants. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Bernard Darbord, par exemple. Et puis, il y avait un deuxième volet dans ce DEA qui était plus historique, plus axé sur la civilisation, l'étude des textes. Et il était assuré par Georges Martin à l'époque. C'est là aussi que j'ai connu Georges Martin, qui menait une étude plus sémiologique de l'historiographie médiévale. Et là, j'ai été aussi extrêmement séduite par cela. Donc, ça me convenait. Disons que cette formation était tout à fait ce que je recherchais. Et j'ai compris, en fréquentant ces deux sommités, que ce que pouvait être une philologie, une nouvelle philologie, disons, appliquée à l'histoire. C'est-à-dire qu'une philologie qui n'est pas uniquement une étude de la matérialité du texte, des variantes du texte, mais une étude philologique qui est destinée à mieux connaître les textes, à mieux connaître le contenu des textes en vue de leur interprétation, en vue de leur compréhension, en vue de la recherche du sens de ces textes dans le contexte dans lequel ils sont produits. Voilà. Et cette philologie qui a été vraiment développée par Georges Martin dans les années qui ont suivi a vraiment été le cœur même de tout ce que j'ai pu faire, de ma recherche. Voilà, c'était la matérialité des textes, mais pas pour elle-même, en quelque sorte, en vue de la compréhension et de la meilleure compréhension des productions écrites. Voilà. Donc là, on le comprend bien en t'écoutant. Préparer une thèse en études médiévales, ça suppose quand même une espèce d'initiation. Il faut poser des jalons, se former dans un certain domaine, voilà. Domaine. On entre en études médiévales comme on entre en religion, en quelque sorte. Absolument, absolument. On entre en études médiévales quand on entre en religion. J'aime beaucoup cette formule, surtout dans mon cas où on s'occupe de pénitence et de confession. Mais oui, absolument. Il faut s'initier. C'était quelque chose qui me plaisait assez, c'est-à-dire une sorte de redémarrage, de départ un petit peu de zéro, c'est-à-dire m'initier à quelque chose qui m'était étranger et dans laquelle je me suis vraiment jetée à corps perdu. Alors, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas, suivre une formation, l'école des chartes, enfin, je ne sais pas. Mais en fait, ce qu'on m'a proposé
m'a comblée. J'ai vraiment été très heureuse de suivre cette formation. Je dois dire que j'ai suivi cette formation de DEA pendant 4 années consécutives. Voilà, c'est devenu une sorte de creuset dans lequel j'aimais à travailler, à me retrouver avec les personnes qui menaient ce DEA, cette formation. Et du coup, voilà, je me suis formée à la paléographie. Et bon, j'ai travaillé sur un texte qui était du XVe siècle, un manuscrit que j'ai réussi à dater et qui était du XVe siècle. Ce n'est donc pas une paléographie extrêmement complexe. Enfin, c'est quelque chose d'assez aisé à lire. Mais il a fallu quand même que je me forme, notamment aussi à la codicologie. Et certains éléments de codicologie m'ont beaucoup aidé à tirer des conclusions pour ma thèse. Et puis, il faut aussi se former ou disons, raviver les souvenirs de latiniste. Parce que si le texte que j'ai édité était un texte écrit en castillan, je pourrais en parler peut-être tout à l'heure un peu plus longuement, le manuscrit dans lequel le texte que je travaillais était inséré comportait des textes en latin et je les ai aussi édités. C'est-à-dire qu'il fallait aussi être un peu latiniste. Alors du coup, voilà, venons-en, tu as envie de parler du contenu de cette thèse Oui. plus en détail. Alors, qu'est-ce que tu as voulu démontrer dans ce travail? Oui, alors je crois que je n'ai pas donné le titre tout à l'heure de ma thèse. Alors, ma thèse ça, porte le titre Les manuels de confession en Castille au XIVe et au XVe siècle, édition et étude du manuscrit 2179 de la Real Academia de la Historia de Madrid. Alors, déjà, le titre dit, en fait, il y a deux parties dans ma thèse. Il y a deux parties. J'ai voulu constituer un corpus de textes que l'on appelle les manuels de confession, euh, c'est-à-dire des textes qui sont destinés à l'aveu des fautes, l'aveu personnel, la confession auriculaire des fautes. Euh, les manuels de confession, ce sont des petits, comme le nom l'indique, hein, des petits opuscules, des petits fascicules qui sont constitués à minima de listes de péchés, hein, et de façon un peu plus développée, quand c'est le cas, d'un texte un peu plus théorique, didactique, hein, sur la faute et le péché. Alors, les manuels de confession ou les sommes de confession, qui sont, elles, des textes beaucoup plus théoriques et amples, n'étaient pas totalement inconnus à l'époque où je me suis lancée dans cette recherche. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les textes qui étaient travaillés et qui étaient travaillés en France ou pour le nord de l'Europe étaient des textes essentiellement rédigés en langue latine, et que dans les travaux qui concernaient soit ces textes, soit déjà un peu la vision, la représentation du péché, de la faute, je pense à des travaux de Jean Delumeau ou de Jacques Le Goff, ces travaux ignoraient, comme souvent dans ces années-là, ignoraient absolument les réalités hispaniques et tout ce qui se passait dans la péninsule ibérique. Alors, j'ai vu là une chance, en quelque sorte, à partir de ce petit texte qui avait fait l'objet de mon DEA, je me suis donné comme objectif de constituer un corpus de textes, des manuels de confession, c'est-à-dire des textes destinés à l'aveu des fautes, pas des textes théoriques qui traitaient de la confession et de la pénitence, pas des traités théologiques, non, des manuels pratiques pour l'aveu des fautes, qui avaient circulé dans la péninsule ibérique et plus spécifiquement en Castille, après le quatrième concile du Latran, qui date de 1215, qui a imposé la confession auriculaire annuelle à tous les fidèles. Les consignes du quatrième concile du Latran, 1215, sont parvenues, ont été développées en péninsule ibérique un siècle plus tard, hein, à partir de 1322, et d'un concile qui a eu lieu dans la ville de Valladolid. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à être rédigés en langue vernaculaire essentiellement,
même si quelques textes étaient encore rédigés en latin, mais en langue vernaculaire essentiellement, donc des guides, soit à destination des pénitents, pour préparer leur confession, soit à destination des confesseurs pour pouvoir interroger les pénitents. Donc j'ai trouvé qu'il y avait là matière intéressante. Cela n'avait jamais été fait. Je ne partais pas du néant parce que des chercheurs qui travaillent sur la pastorale, par exemple, avaient déjà signalé l'existence de quelques textes qu'ils avaient découverts au détour de leur séjour en bibliothèque, mais aucun travail d'ensemble n'avait été fait sur cette littérature. J'ai appelé ça la littérature de confession, et je me suis donné ça comme objectif. Alors il y avait donc deux pendants. Travailler sur un ensemble de textes. J'ai déterminé une vingtaine à peu près de textes, ça a été mon corpus, tout en donnant une importance privilégiée à ce premier texte que j'avais trouvé, enfin, que Michel Garcia m'avait signalé l'existence, que j'avais édité et dont j'ai voulu amender et compléter l'édition aussi pour ma thèse. D'autant que je m'en suis aperçue pendant mon année de DEA, que ce petit manuel, isolé, tout seul dans sa bibliothèque de l'Accademia della Historia, était en fait une version abrégée d'un énorme livre très important qui avait été rédigé en Castille en 1317, qui était le Libro de las Confesiones de Martín Pérez. Et donc, mon travail s'est orienté aussi vers une comparaison de ce texte. Mon texte n'était plus un petit manuel anonyme à destination des prêtres confesseurs. C'était un texte qui avait été abrégé à partir d'une version longue, d'un texte beaucoup plus théorique, qui traite d'ailleurs de tous les sacrements, malgré le titre qu'il porte de Libro de las Confesiones. En fait, c'est un livre qui traite de tous les sacrements. Et mon travail s'est orienté donc vers une comparaison pour essayer de déterminer quel avait été l'objectif des abréviateurs. Pourquoi cette abréviation? Ça permettait en tout cas de montrer quelle avait été la diffusion du Libro de las Confesiones, l'importance de ce texte et la circulation de ce texte en Castille, et puis d'essayer de voir quels avaient été les enjeux de ceux qui avaient décidé d'en faire une abréviation. Et j'ai travaillé là-dessus, et ce que j'ai pu démontrer, c'était que les abréviateurs, au XVe siècle, avaient abrégé ce texte pour lui donner, disons, une orientation nouvelle, et que ce texte marquait de nouveaux choix, et que les abréviateurs étaient anonymes, bien entendu. Je dis les abréviateurs parce que j'ai déterminé 2 écritures et que vraisemblablement il y a eu deux abréviateurs. Vraisemblablement, ces abréviateurs étaient issus d'un milieu franciscain, alors qu'on ne sait pas qui était Martín Pérez, l'auteur du Libro de las Confesiones. Alors, ce n'est pas très, très étonnant parce que le milieu franciscain, on le sait, est le milieu qui au XVe siècle, était vraiment soucieux de réforme, et c'est un milieu qui était le principal promoteur de la confession auriculaire privée. Mais voilà, parce que les infléchissements qu'ils ont donnés au texte montraient cela. J'ai pu aussi déterminer avec les textes environnants qu'il avait sans doute été composé à Salamanque et qu'il était destiné sans doute à donner à la société un modèle religieux. En fait, un modèle, je veux dire, monastique. Voilà. Ce qui était très, très intéressant dans ce texte, ce n'est pas le seul, mais ça fait la caractéristique de ce texte, c'est qu'en plus d'une confession, disons, traditionnelle, selon les 5 sens, les 7 péchés capitaux, les œuvres de miséricorde, etc., ce texte comporte une partie importante d'un interrogatoire ad status, c'est-à-dire selon les états de la vie, aujourd'hui on serait tenté de dire selon la profession, c'est sans doute un peu anachronique, donc disons plutôt selon les catégories socio-fonctionnelles que les pénitents occupent dans la société. Alors évidemment, ça rejoint mon intérêt pour l'histoire, les mentalités, la civilisation, puisqu'à travers les péchés de ces catégories socio-fonctionnelles, les péchés des boulangers,
les péchés des celliers, les péchés des seigneurs, les péchés des moines aussi, se dessinaient les contours d'une société qui parfois n'avait pas les honneurs de la littérature. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Alors, puisque j'ai une experte en faute, péché, pénitence, la misérable américaniste qui travaille sur le XXIe siècle, qui donc ne sait absolument rien ni des fautes, ni des péchés, ni des pénitences, va te demander quelle est la plus grosse faute qu'il faut que je chasse dans mon comportement, dans mes textes, et quel est le remède préconisé contre cette faute. Alors, comme je ne vais pas aller sur le terrain de l'intime, qui est, tu imagines bien, un gros noyau de ces manuels de confession. Hein. D'ailleurs, c'est assez drôle, assez rigolo, tous ces péchés, tous les péchés sexuels qui sont amplement développés. Puisque tu es professeur, je pourrais plutôt t'engager à un péché que doivent éviter absolument les letrados, qui est celui de être orgueilleuse de son savoir et de mentir pour paraître savante. Bon, je me le tiens pour dit. C'est une bonne leçon pour la semaine. Alors, à part Michel Garcia et puis quelques figures là que tu as évoquées, tu as parlé de Georges Martin, entre autres, mais bon, est-ce qu'il y a des intellectuels ou des gens, tout simplement, dans ta famille Je ne te parle pas de tes parents, bien sûr. Là, tous les chemins mènent à ces deux figures tutélaires. On est d'accord. Mais en dehors de ces deux-là, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle, Oui. quelque chose de la nature, dans l'écriture de cette thèse? Oui, bien sûr. Alors, même si je l'ai déjà dit, je crois que je tiens à citer à nouveau Jean Rodil, hein, qui pour moi a été vraiment une figure absolument capitale, puisque c'est quand même lui qui m'a introduite dans le monde de la manuscription, dans le monde de l'édition, et qui a comment dire, tracé le chemin que j'ai bien voulu ensuite construire et que j'ai bien voulu suivre. Ça a vraiment été une personne extrêmement importante. Il l'a été pour moi, il l'a été pour tous ceux qui sont passés par Paris 13. C'était un homme d'une générosité intellectuelle absolue et vraiment je lui dois beaucoup. À part lui et Georges Martin que j'ai déjà cité, je dois aussi citer un chercheur espagnol qui s'appelle Antonio García y García, il est décédé maintenant, qui était un éminent spécialiste du droit canon. Et j'avais découvert son nom dans une note de bas de page d'un article, vraiment au détour d'une page, une note qui disait qu'à Salamanque, une équipe de chercheurs était en train de éditer le Libro de las Confesiones de Martín Pérez. Donc, quand j'ai compris que mon texte ressemblait aux éléments que je pouvais connaître, que je pouvais entrevoir de ce Libro de las Confesiones, dont j'ignorais absolument tout, et que j'ai commencé à comprendre que mon texte était sans doute tiré de ce Libro de las Confesiones, je me suis dit, il faut que je rencontre le directeur de cette entreprise d'édition du Libro de las Confesiones, et donc je me suis rendue à Salamanque pour le rencontrer. Alors, il travaillait à l'Universidad Pontificia de Salamanque, et donc, comme je l'ai dit, un spécialiste de droit canon. Alors, il a été absolument capital dans ma recherche, parce que là aussi, il m'a fait découvrir ce qu'est le droit canon. Il m'a fait découvrir comment se débrouiller pour retrouver des citations, puisque mon texte est truffé d'allusions au droit canon, qui sont d'ailleurs pour la plupart erronées. Donc, en fait, il m'a fallu non seulement retrouver les citations, mais les corriger, ce qui prouve d'ailleurs que mon texte est un petit manuel, sans doute copié par des prêtres pas très cultivés ou pas très savants. Et donc, il m'a vraiment, il a été d'une générosité absolument extrême dans son savoir. Il m'a apporté toute l'aide dont j'ai eu besoin. Donc, vraiment, il a été très important pour moi et je veux lui rendre hommage. D'autant que, pendant que moi je faisais ma thèse, l'équipe de Salamanque éditait le Libro de las Confesiones. Le Libro de las Confesiones n'a été édité, n'est paru qu'en 2002. Or, j'ai dit tout à l'heure que j'ai soutenu en 1993. Mon travail de comparaison des textes n'aurait pas pu être possible
sans la générosité absolue de Antonio García García et de son équipe, qui ont mis à ma disposition tous leurs travaux préparatoires, tous leurs brouillons, tout ce qu'ils étaient en train de faire, de façon régulière, de façon progressive. Ils ont tout mis à ma disposition, vraiment avec une très, très grande générosité. Donc voilà, ils ont été très, 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 très importants. Et puis, bien sûr, dans mon cas, il y a mes parents qui faisaient partie de l'université française et qui étaient très importants. Mais je crois aussi qu'on peut dire que, enfin, ça a été le cas, qu'une thèse est une affaire familiale. Une affaire familiale dans le sens où un travail de doctorat, si long, etc., engage en quelque sorte une famille. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'étais mariée et j'avais un très très jeune enfant. Et donc, mon mari et ce très jeune enfant ont participé de tous mes déplacements. Je consacrais toutes mes vacances à aller en bibliothèque, puisque je, je cherchais, je pistais les textes. Mon corpus, je l'ai constitué moi-même. Donc, j'ai passé de très, très longues heures en bibliothèque à essayer de fouiller, à trouver des textes, avoir une intuition sur un texte qui était un catéchisme. Mais moi, j'avais une définition extrêmement stricte des textes auxquels je m'intéressais. Et par conséquent, ma famille m'a accompagnée dans ces déplacements. Et c'est dans ce sens que je dis que vraiment c'est important, parce que voilà, c'est une affaire familiale vraiment. Alors, tu les as déjà en grande partie évoqués dans les questions précédentes, parce que je suppose que quand on travaille sur le Moyen-Âge, ce n'est qu'une série d'obstacles, de difficultés à franchir. Ça fait Oui, partie du rite initiatique, si on y oui, revient. oui, Mais enfin, est-ce que tu peux en souligner peut-être 2 ou 3 qui te semblent oui, oui, être oui, oui. particuliers à ton travail à toi? Oui, alors bon, pour les médiévistes, c'est un cliché que de dire que la difficulté essentielle, c'est l'accès aux sources primaires. Alors, peut-être encore plus dans les années 90, fin des années 80 et début des années 90, quand je travaillais, où la numérisation des documents n'existait pas. Enfin, il faut se souvenir que voilà, nous n'avions accès à rien, absolument rien. Donc, pour voir un manuscrit, il fallait se déplacer. Voilà, il fallait se déplacer, et parfois on se déplaçait pour rien. Donc, effectivement, la difficulté essentielle, c'est ça, c'est l'accès aux sources primaires et la constitution du corpus, l'obtention de reproduction à l'époque où on ne numérisait pas. Je n'ose prononcer le mot photocopie, mais j'ai obtenu des photocopies de certains manuscrits. Voilà. Ça, c'est la difficulté essentielle. La deuxième difficulté, dans mon cas, c'était le manque de temps. C'est vraiment la difficulté essentielle, puisque, bon, il fallait que je me déplace. Euh, il y a aussi le fait que ma carrière a débuté avec un poste de ce que l'on appelait à l'époque les AND. AND, c'est un sigle pour désigner les anciens normaliens doctorants. J'ai fait partie de la toute première promotion des anciens normaliens doctorants, c'est-à-dire qu'on a offert aux normaliens qui sortaient de l'école normale un poste dans le supérieur, ce que sont aujourd'hui les contrats doctoraux et qu'ont été les postes d'AMN. On nous a proposé 2 années pour aller à l'université. On nous a donné un service de maître de conférence complet. Et au bout de ces 2 ans, on ne nous a rien proposé. Par conséquent, j'ai beaucoup travaillé. Autant dire que la première année, je n'ai fait que préparer des cours. J'étais toute jeune, je n'avais jamais enseigné de ma vie. Donc, au bout de ces 2 ans, eh bien, je n'avais évidemment pas suffisamment avancé dans mon doctorat. Et du coup, je suis partie enseigner dans le secondaire. Alors, même si après, j'ai obtenu un poste d'ATER, grâce vraiment à l'amitié de certaines personnes qui ont fait appel à moi, quand même, j'ai fait une partie de mon doctorat en travaillant dans le secondaire, en travaillant en Normandie, et avec des déplacements. Et donc, j'ai manqué de temps. Et puis, la dernière difficulté qui découle un petit peu de cette situation, c'est la solitude. C'est la solitude parce que, à l'époque, il n'y avait pas d'encadrement doctoral comme nous pouvons le connaître aujourd'hui. Les doctorants travaillaient souvent seuls. Sans doute, c'était une situation qui me convenait assez. Ça laisse une grande part de liberté et d'indépendance. Et je suis très indépendante et ça me convenait sans doute. Mais je pense malgré tout avoir
souffert de cette solitude et disons de l'absence d'encadrement institutionnel. Voilà, j'étais très entourée, intellectuellement aussi, mais j'ai souffert, je pense de ça. Je pense de ça. Je n'ai participé, par exemple, qu'à une seule rencontre scientifique pendant toutes mes années de doctorat. C'était une autre époque. Ça a tout changé, c'est vrai. Alors, un jour arrive, alors pour les doctorants lambda, un jour arrive la soutenance de thèse, et pour les médiévistes, c'est plus que ça, c'est une cérémonie d'adoubement. Donc, parlons de cérémonie d'adoubement. Qui étaient les membres de ton jury? Bien, écoute, mon jury était d'abord extrêmement masculin. Hein. C'était une époque aussi différente. Et c'était les personnes que j'ai citées. Mon directeur de thèse, bien entendu, Michel Garcia, qui m'avait, disons, donné l'élément déclencheur de ce travail. Jean Roudy, Antonio Garcia et Garcia, et Augustin Redondo, qui a été donc un professeur de Paris 3, qui, comme chacun sait ici, travaille aussi beaucoup sur les rapports entre la littérature et la civilisation, à une époque certes un tout petit peu postérieure, mais certains de mes textes dataient vraiment de la limite de la fin du XVe siècle. Et Augustin Redondo était aussi la personne qui m'avait invitée à cette unique rencontre scientifique à laquelle j'ai participé, hein, une journée d'études ou un colloque, je ne me souviens plus, du groupe de Paris 3, et qui travaillait sur la représentation de l'autre. Et j'avais présenté là mon tout premier travail sur les manuels de confession. Et donc, il avait été invité aussi à participer à ma soutenance. Quel souvenir gardes-tu de cette journée? Ouf, un excellent souvenir, mais vraiment un souvenir vraiment délicieux. Bien sûr, je ne vais pas dire que je n'étais pas stressée et que voilà, je ne ressentais pas une certaine crainte face aux questions qu'on allait me poser. Et puis, bon, je crois qu'un doctorant en fin de doctorat est quand même assez conscient de certaines imperfections de son travail. Mais ce stress a été très, très vite balayé pendant la soutenance. J'ai vraiment passé un très, très bon moment. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange avec le jury, qui a été extrêmement stimulant, extrêmement bienveillant et extrêmement stimulant. J'ai vraiment passé un très très bon moment et j'ai le souvenir de quelques éléments, hein, que je peux citer. D'abord, bon, il est sans doute un petit peu classique de dire qu'il y avait dans la salle beaucoup d'émotions, familiales, amicales, etc. Mais il y avait aussi énormément d'émotions de la part du jury, parce que figure-toi que j'étais le premier doctorant de Michel Garcia qui arrivait à soutenance. J'étais la première thèse qu'il faisait soutenir. Donc, autant te dire qu'il y avait là aussi un enjeu important de la part du jury. Donc, ça, c'était extrêmement important. Et aussi une chose, c'est que c'était la première de Paris 3 qui portait le label européen. Et donc, c'était la première fois qu'une soutenance, du moins en études ibériques, devait se faire en partie en langue étrangère. Donc, c'était vraiment une première. Alors aujourd'hui, tout ça paraît tellement banal, mais voilà, une partie de la soutenance a été faite en espagnol. C'était l'intervention de Antonio García García et ma réponse à ses commentaires. Donc ça, je m'en souviens quand même très, très bien parce que c'était vraiment assez inhabituel. Et puis, il y a une chose dont je me souviens vraiment qui m'a beaucoup marquée, c'est l'intervention d'Augustin Redondo. Et je dois dire, outre qu'elle a été passionnante, Augustin Redondo a relevé vraiment l'intérêt que présentait ce texte du livre de las Confessiones, que personne n'avait lu à ce moment-là, auquel personne ne pouvait avoir accès, puisqu'il n'était pas encore publié, mais dont je livrais, moi, dans mon travail, déjà des bribes. Et il a vraiment souligné l'intérêt que ça représentait pour la civilisation du XIVe siècle. Et il a fait une intervention qui a fasciné, et je crois que le mot n'est pas trop fort, qui a fasciné certains membres de l'auditoire. Vraiment, ça a été un très, très grand moment.
En t'écoutant, on voit bien la passion que tu as pour ton champ disciplinaire. On voit bien que tu es une chercheuse qui est vraiment complètement impliquée dans ton travail, dans les textes. Tu en parles avec beaucoup de ferveur et d'expertise. En quoi cette chercheuse influence l'enseignante que tu es? Comment est-ce qu'on donne le goût du Moyen-Âge à des étudiants? Écoute, bon, je n'ai pas de recette miracle, hein, je n'ai pas de recette miracle, mais je vois avec les années, je vois que j'y parviens. Donc, je parviens à donner le goût. Depuis que je suis professeure, j'encadre 2 doctorats. Il y a des étudiants qui font des mémoires de master en Moyen-Âge sous ma direction. Par conséquent, je vois bien que j'arrive à donner le goût du Moyen-Âge. Alors, un poste d'enseignante en études médiévales est très polyvalent, on va dire, est très polyvalent, c'est-à-dire que, bon, d'ailleurs, mon poste porte le titre, enfin le nom de littérature et civilisation de l'Espagne médiévale. Par conséquent, nous mêlons, euh, nous travaillons constamment les textes et les contextes, les textes et l'histoire comment dire, tressée. Et c'est peut-être, je crois, ce qui finalement parvient à séduire les étudiants. Euh, les textes, enfin, je les travaille, c'est comme ça que je les travaille, toujours en contexte, c'est-à-dire dans le contexte qui les a produits. Et je cherche toujours ce qui, dans des textes qui ne seraient pas purement littéraires, qui pourraient, par exemple, peut-être sembler rebuter un peu les étudiants, des textes plus didactiques, des textes plus théoriques, mais je montre toujours le lien qu'il y a et le sens qu'on peut trouver à leur production à ce moment-là. Et finalement, peut-être que cette façon de procéder arrive à combler les attentes des étudiants qui sont plus spécialement portés vers la littérature ou qui seraient plus spécialement portés vers la littérature, ou les attentes des étudiants qui seraient plus spécifiquement portés vers l'histoire et la civilisation. Et voilà, donc nous faisons des cours d'histoire, mais dans les cours d'histoire, nous parlons toujours de culture, parce que bon, ce qui englobe, je crois, l'ensemble de mon travail, moi, je travaille en histoire culturelle finalement, et toujours la culture est au cœur de l'histoire. Et quand nous faisons de la littérature, nous n'oublions jamais les contextes et les hommes qui ont produit ces textes. Et la langue, comment leur fais-tu apprivoiser? Alors ça, c'est le point délicat. Bien sûr, la langue peut rebuter et puis fait peur, surtout. Ils ont souvent très très peur d'aborder les textes du Moyen-Âge. Alors, à Sorbonne Université, nous disposons de vraiment, vraiment j'ai beaucoup de chance dans la mesure où nous initions les étudiants au Moyen-Âge dès la 2e année. En 2e année, nous faisons une initiation à l'histoire du Moyen-Âge, qui bon, est un panorama un peu rapide, mais qui leur permet qui nous permet de poser des jalons. Et puis, nous abordons déjà des textes médiévaux. Alors, en ciblant par une thématique que nous choisissons de façon à ce qu'elle ne soit pas trop complexe, disons, mais une thématique, et nous articulons quelques textes autour de cette thématique. Nous prenons une figure, par exemple, une figure historique importante, et nous cherchons quelques textes qui permettent de l'aborder, ou une thématique littéraire, et nous montrons comment cette thématique littéraire a pu être développée au cours de l'histoire de la littérature. Ça nous permet de ne pas peut-être vraiment assommer un étudiant avec une œuvre complète, en 2e année, parce que vraiment en 2e année, la langue est difficile pour eux. Nous essayons de choisir aussi des textes dont les éditions nous conviennent, nous semblent correctes, accessibles, et parfois dont les textes aussi sont traduits, afin que l'accès au texte puisse être facilité par un passage par la traduction. Et puis ensuite, en licence, bien sûr en master, mais en licence, nous étudions des œuvres
complète, hein, le Moyen-Âge que nous choisissons aussi. Bon, nous n'avons pas un choix énorme, hein, pour de textes qui soient accessibles dans des éditions abordables financièrement pour les étudiants et puis qui soient voilà, accessibles pour eux. As-tu relu ta thèse? Oui, oui, j'ai relu ma thèse parce que je l'ai traduite moi-même et j'ai édité une partie de la thèse. J'ai considéré, mais pas mal d'années après, que après l'édition justement du livre Las Confessiones de 2002, il m'a semblé qu'il serait utile de mettre à disposition, en fait, mettre à disposition d'autres chercheurs que moi le texte de cette abréviation. Et donc, j'ai souhaité éditer cette thèse. Du coup, j'ai pensé que, comme le texte est en espagnol, que ça s'adressait peut-être plutôt à des chercheurs espagnols, eh bien, il serait logique de traduire en espagnol. Donc, je me suis attelée à la tâche que je croyais simple de me traduire moi-même. Alors, évidemment, comme il y avait une très grande distance entre le moment où j'avais écrit ma thèse et le moment où j'ai décidé de la traduire, eh bien, je n'ai pas du tout renié ce travail de jeunesse, du tout. J'ai d'ailleurs confirmé absolument la thèse que j'avais développée sur le texte de l'abréviation Pérez, mais j'ai bien évidemment forte d'une expérience plus grande, forte de connaissances plus amples, forte d'une assurance peut-être un peu plus développée et surtout de la lecture d'une bibliographie qui était parue depuis, eh bien, j'ai tout refait. Voilà, j'ai absolument tout refait et j'ai amendé, j'ai amendé ce travail de thèse et j'ai publié le texte, une partie du texte uniquement, celui qui était l'abréviation de Martín Pérez, avec une très longue introduction. Et j'ai profité de la création d'une collection d'ouvrages numériques que Georges Martin avait à ce moment-là créé, les livres d'Hispania, pour publier ça sous forme numérique, c'est-à-dire que le texte est gratuitement accessible à tout le monde et partout sur Internet. Ça m'a semblé important et voilà ce que j'ai fait. De sorte que quand on te parle de ta thèse, il faut te dire ta thèse 1 ou ta thèse 2, si je comprends Voilà, bien. c'est ça. C'est un peu ça, oui. Je croyais passer un été à traduire ma thèse et bon, finalement, ça m'a pris pas mal plus de temps, mais je ne regrette absolument pas cette entreprise que j'ai faite. Vraiment pas du tout. Et quels conseils donnes-tu à de jeunes doctorants? Alors écoute, je donnerais plusieurs conseils. Là, bon, en m'écoutant parler, on voit bien que ce qui est important, c'est l'intérêt qu'on a pour son sujet. Et je crois que, bon, tu vois, dans mon cas, il m'a été suggéré, ce n'est pas venu de moi. Bon, c'est venu d'un désir, d'une envie, de goût pour certains aspects de la culture médiévale, mais le sujet m'a été en quelque sorte offert. Alors, qu'il soit offert ou qu'il soit pensé personnellement, ce que je crois, c'est que le sujet de thèse que l'on choisit doit être appétissant pour le doctorat. Il faut qu'il y ait toujours de l'appétit à le faire parce qu'il y a des difficultés, il y a des embûches, il y a vraiment des moments de découragement qu'ils soient provoqués par la situation ou par le sujet lui-même. Enfin, il y a vraiment des moments difficiles dans le cursus d'un doctorant. Par conséquent, je crois que ce sujet doit toujours être appétissant. Il faut toujours aimer le sujet qu'on travaille. Donc vraiment, je crois que c'est important. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il faut vraiment ne pas rester seul. Voilà, ne pas rester seul, ne pas vivre dans la solitude du chercheur, parce que les contacts avec les autres chercheurs, que ce soit d'autres doctorants, c'est ce qu'on fait maintenant avec les écoles doctorales, etc. C'est vraiment excellent. Mais les contacts avec d'autres chercheurs, jeunes chercheurs ou des chercheurs plus aguerris qu'on est quand on est doctorant,
sont, à mon avis, euh, essentielles, sont absolument essentielles, parce que confronter sa propre méthodologie, ce que l'on fait, la façon dont on aborde les choses, à la façon dont font les autres, euh, ne peut être qu'enrichissant, ne peut être que profitable. Vraiment, là, je crois que c'est absolument, absolument essentiel. Et il faut fréquenter, il faut accepter les invitations, il ne faut pas hésiter à aller écouter les choses qui, a priori, n'ont pas de rapport direct avec ce que l'on fait. Alors, je crois que les encadrants que nous sommes devenus l'ont bien compris maintenant et que nous offrons à nos doctorants un encadrement qui est beaucoup plus comment dire, ferme et beaucoup plus intéressant que celui que moi j'ai pu avoir, qui était quasiment inexistant. Mais voilà, je crois que c'est vraiment, ça c'est vraiment très important. Et puis, bien sûr, être constant et être persévérant parce que c'est un long travail, mais je crois que c'est pas un conseil là, c'est vraiment un constat. Ça en vaut la peine. Voilà, moi je crois vraiment que ce travail qui implique parfois des sacrifices, tant au niveau financier, au niveau personnel ou au niveau familial, je crois que ça en vaut la peine. C'est une merveilleuse aventure. Vraiment, c'est une merveilleuse aventure. Voilà, je retiens ça, cette formule de ce que tu viens de dire. La thèse, virgule, ça en vaut la peine. Ah oui, ça en vaut la peine, même si j'ai parfois fait une partie de ce doctorat dans la souffrance, hein, mais franchement, franchement, avec le recul, c'est quelque chose qui vaut la peine. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et éventuellement faire un petit commentaire pas en latin, tu peux le faire en français. Alors écoute, oui, je peux lire la première phrase de ma thèse que je trouve absolument insipide. Voilà, ça commence comme ça. Le Confessionario, texte dont nous présentons ici une transcription de type paléographique et qui fait l'objet de cette recherche, est un manuel de confession de la première moitié du XVe siècle. Je vais lire la deuxième. Il s'agit de l'abréviation du livre de las Confessiones écrit par Martín Pérez et daté 2317. Le commentaire que j'en ferai, c'est à part de dire que c'est quand même assez insipide, c'est que c'est extrêmement factuel, mais que ça dénonce bien comment dire, ce qui était au cœur de mon travail, c'est-à-dire que je voulais donner à connaître un texte inconnu. Je voulais donner la possibilité d'accéder à quelque chose, voilà, qui était tout à fait inconnu à l'époque. Je vais quand même rajouter une dernière petite question spéciale pour toi. Ah bon? Si, si en t'écoutant parler qu'elle m'est venue, si aujourd'hui tu devais faire une thèse, est-ce que tu prendrais ce sujet ou est-ce qu'il y a toute autre chose qui t'inspirerait d'y passer 3 ans, 4 ans en immersion? Alors écoute, je crois que si je devais refaire une thèse, est-ce que tu me demandes si je revenais aussi quelques années en arrière, si j'étais jeune ou... Non, maintenant. Maintenant, alors, je peux répondre en partie en te disant que quand j'ai fait mon HDR, j'ai travaillé sur tout à fait autre chose. C'est-à-dire que j'ai un peu laissé de côté tout ce pan, tout ce champ de recherche qui était l'histoire de la confession, l'histoire des mentalités, l'histoire de la pratique de la confession, les textes religieux et tout. J'ai vraiment laissé tomber entièrement ce pan pour me consacrer à un autre pan, mais qui est un pan que j'avais commencé à travailler donc quand j'étais pour mon mémoire de maîtrise. C'est-à-dire c'est le discours historiographique. Et j'ai travaillé sur le discours historiographique. Donc, bon, je pense que je ne ferai pas à nouveau une thèse là-dessus. Sans doute me dirigerai-je maintenant vers ce qui est le troisième volet des recherches que je suis actuellement en train de mener et qui est la correspondance des femmes, parce que je travaille maintenant sur l'histoire des femmes. J'ai travaillé sur les femmes dans les manuels de confession, j'ai travaillé sur les femmes dans l'historiographie. Maintenant, je travaille sur la correspondance des femmes au Moyen-Âge. Il y a de la matière? Alors, il y a énormément de matière, peu en Castille, hein, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas eu de
de chancelleries constituées en Castille avant le XVe siècle, dirons-nous, avant le XVe siècle. La Castille étant de surcroît un territoire de reconquête, de guerre perpétuelle pendant de très nombreuses années, n'a pas de chancellerie constituée. Par conséquent, une très grande partie de la documentation a été détruite ou s'est perdue. En revanche, aux archives de la couronne d'Aragon, où la chancellerie a été constituée très tôt, eh bien, il y a des milliers de lettres conservées qui ne sont pas répertoriées, qui sont cataloguées bien sûr, mais qui ne sont pas répertoriées, qui ne sont pas classées. Il y a là un champ de travail absolument gigantesque qui s'ouvre à nous. Mais bon, nous avons créé un groupe de travail sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Merci beaucoup Hélène pour cet entretien et de manière beaucoup plus large pour tout ce que tu fais pour l'hispanisme en tant que présidente du jury de l'agrégation externe et en tant que présidente de la Société des hispanistes français. Écoute, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée à faire cet entretien.